Que ça fait du bien de vous retrouver et regardez pour cette émission Plein les Poches, je vous retrouve au pied du feu. Et ouais, c'est Noël quand même, donc je me suis dit, allez, on va faire un petit feu de cheminée, ça va nous faire du bien. Ça vous fait du bien? C'est cosy, c'est hyper agréable. Je sens la chaleur. Voilà. Autour de la table, ma fidèle équipe, Romaric, Quentin et Antoine, sans oublier Jean qui nous rejoindra tout à l'heure. Et puis évidemment, vous l'avez remarqué, nos petites décorations de Noël. Voilà, qui sont arrivés, ça y est, parce qu'on est à quelques jours. Alors je fais un petit clin d'œil à Antoine qui est en régie et qui déteste mes décorations de Noël. Donc voilà, petit clin d'œil à Antoine et non pas un hommage. Au programme aujourd'hui, combien avez-vous mis ou allez-vous mettre pour acheter un sapin de Noël? Combien ça coûte? Romaric, tu nous répondras dans un instant. Exactement. J'imagine que ça va coûter cher. Non, ça dépend du sapin de Noël. Ça dépend de ce que tu veux, exactement. Je m'en doutais. Quentin, tu vas nous parler de toi. Du repas de Noël. Et oui, c'est la partie préférée de beaucoup de gens, le repas de Noël. Donc il faut en parler. Exactement. Et elle est où la bûche? C'est pour après. C'est promis pour après. Parce que regarde-moi, moi j'ai tout prévu. Oh là là. J'ai ramené nos petites bouteilles incroyable. Sans alcool. C'est notre premier cadeau de Noël. Il y a 3 semaines, on avait les calendriers de l'Avent. Exactement. Là, maintenant, on a la boisson. Je vous ai ramené vos petites bouteilles. Qu'est-ce que c'est? Après l'émission, évidemment. C'est un vin sans alcool. Tout à fait sans alcool. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il l'a acheté sur Temu avec la décoration du plateau. Absolument pas, ça on n'a pas le droit, c'est pas bien. Non. On boit ça après l'émission, évidemment. Et alors pour le repas de Noël, tiens. Et si on investissait dans des fringues vintage? T'as vu la transition, Antoine? On va être habillés tous comme des gros clowns, ça va être formidable. Alors, c'est pas forcément qu'être habillé en clown. Non, bien sûr que non. Les je friperies. suis un aficionado du vintage moi-même, donc je vais pas cracher dans la pessou. Absolument pas. Et je vais vous conseiller d'investir dans le vintage. Ça se voit. C'est parti. Tu nous reprendras dans un instant. Dans cette émission également, une arnaque insolite cette fois. Thomas nous donnera quelques explications dans un instant. Savez-vous, vous pouvez vous faire arnaquer avec vos poubelles, vos bacs de poubelles. Vous le saviez? Oui, j'ai entendu hier. Ah ouais, c'est lui qui me l'a dit. C'est lui qui l'a dit. On en parle dans un instant. Sans oublier en fin d'émission nos copains les milliardaires. Et puis évidemment le premier d'entre eux, Jean, qui en reviendra tout à l'heure. Je ne sais pas comment il va arriver aujourd'hui, peut-être en Père Noël, puisque c'est la dernière de l'année. On verra ça dans un instant. Bienvenue dans Plein les Poches. C'est un concept qui transforme la manière dont les décisions sont prises, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Ça s'appelle le nudge, de la cafétéria au bureau, des campagnes de santé publique aux choix financiers. Ces petits coups de pouce influent nos comportements de façon subtile, sans nous obliger à rien. Mais comment ça fonctionne exactement? Et jusqu'où peut-on manipuler nos choix sans le remarquer? Le nudge, c'est tout de suite dans Eco-Nulos. Salut les nulos de l'écho, vous vous demandez c'est quoi le nudge? Pas de souci, on vous explique avec une pomme. Amateur de diplomatie et de changement indolore, c'est parti. Ça, c'est ma pomme que je vais vendre à ma population pour qu'elle ait une meilleure santé. Mais comment faire pour que ma population préfère cette pomme à ce cookie un peu moins healthy? Vous en conviendrez. Supposons que ma pomme et mon cookie aient le même prix, 1 €. Il existe plusieurs méthodes pour faire préférer la pomme. On peut par exemple talser le cookie pour le rendre plus cher et du coup rendre ma pomme plus attractive économiquement en comparaison. C'est par exemple ce qu'on fait avec les sodas, avec la talse soda, car ce sont des produits très sucrés et donc hyper caloriques et nocifs pour la santé. A l'inverse, on peut aussi baisser le prix de ma pomme grâce à des subventions par exemple. Le problème, c'est que dans l'un ou l'autre des cas, il faut bien que quelqu'un paie soit ses taxes, soit ses subventions, si on fait des mesures impopulaires. C'est là que le nudge apparaît dans le livre du même nom de Richard Taylor et Chas Sustain. Richard Taylor a même eu le prix Nobel de l'économie pour cette théorie en 2017. L'idée, c'est que nous sommes des êtres paresseux et prévisibles. Nous allons souvent choisir l'option la plus simple, la plus visible ou celle par défaut. Un nudge, c'est donc tout faire pour vous inciter à choisir un produit plutôt qu'un autre. Exemple, dans une cantine scolaire, je vais placer mes pommes devant mon cookie, comme ça les gens prendront la pomme en premier. C'est ce qu'on appelle le nudge choix par défaut. Il y a aussi le nudge visuel, par exemple je vais mettre un smiley sympa sur ma pomme pour la rendre plus attractive. Enfin, il y a le nudge simplification. Je prends ma pomme et je la présente à l'entrée de la cantine, comme ça il n'y a aucune étape entre ma pomme et le client.
La question qui se pose, c'est est-ce que ça marche? Et la réponse est oui. Par exemple, grâce à ces différentes méthodes, je vais vendre plus de 25% de fruits et moins 25% de cookies. Ce n'est pas de la manipulation forcée. Le nudge doit être transparent et bénéfique pour l'utilisateur. Sinon, c'est ce qu'on appelle du dark nudge. Par exemple, un site qui propose un énorme bouton acheter et un mini bouton supprimer. Pour le nudge normal, c'est un deal gagnant-gagnant. Pour le consommateur, il va mieux manger sans avoir l'impression d'être forcé. Et pour l'État, ça coûte moins cher en taxes et en subventions. Du coup, la prochaine fois que tu prends une pomme sans réfléchir, demande-toi qui t'a nudgé. Dans quelques jours, des millions de Français fêteront Noël et pour la grande majorité d'entre eux, cela se fera autour d'un sapin décoré, une tradition presque aussi importante que les cadeaux et qui résiste au temps. Et c'est de ce sapin dont va nous parler aujourd'hui Romaric dans le juste prix des choses. Alors Romaric, comment on choisit ce sapin? On le choisit avec goût d'abord. Ah, voilà, c'est très important. Ton sapin, d'accord. Non, avec goût, tu peux le sentir. Tu peux le sentir, Bien tu peux sûr, mettre sapin des naturel, épis. ça sent, c'est vachement Bah bon. oui, c'est agréable s'il est naturel. Alors moi j'aime bien commencer, vous savez, par une petite question, une petite anecdote. Est-ce que vous savez d'où vient la tradition du sapin de Noël? Alors la semaine dernière, je vous ai parlé des couettes qui venaient de Suède. Le sapin Moi, de je Noël, pense que c'est la il Laponie vient et de la la forêt. Finlande. Une tradition de la forêt. C'est partiel. En fait, c'est de manière très surprenante, j'ai découvert que c'est une tradition qui remonte à l'Antiquité et qui était présente dans énormément de civilisations. Les Vikings, les Scandinaves, on avait les Romains, on avait les Gaulois, on avait les Celtes, on avait les Germains. En fait, tout simplement parce que le sapin, c'est un symbole de fertilité et de résilience face à l'hiver, puisque c'est l'arbre qui reste et qui résiste à l'hiver. Ils sont forts. Donc voilà, on a commencé à faire des fêtes, et notamment le solstice d'hiver, autour de cet arbre. Voilà. Eh bien, merci Ça a pour été cette professeur, petite perpétué. histoire. Voilà. Mais ouais, mais c'est hyper intéressant. On aura au moins appris une chose, mais je vous en promets d'autres tout de suite. Parce qu'en fait, cette tradition, elle perdure. Selon France Agrimaire, je ne sais pas ce que vous savez ce que c'est une branche du ministère de l'Agriculture, Ouais. mais qui justement fait Je crois que t'avais dit quelques un stats. juron, mais- Comment? J'ai cru que tu avais dit un juron, pardon, vas-y. Non, France Agrimaire, voilà. Il s'en vend 7 millions par an en France. Donc c'est pas mal, oui. En gros, c'est un chiffre qui peut vous étonner, mais on a 25% des foyers qui achètent un sapin tous les ans pour Noël. C'est pas beaucoup, ouais. Alors, c'est pas beaucoup, mais en fait, ça s'explique comment? C'est qu'on a 80% de ces foyers qui achètent un sapin naturel et 20% qui achètent un sapin artificiel. Sauf que le sapin artificiel, on peut le garder plusieurs années. Bien sûr. Et donc, on a de plus en plus de personnes qui achètent des sapins artificiels, donc de moins en moins qui achètent tous les ans, parce qu'on n'a pas besoin de garder. À moins qu'on gâche beaucoup et qu'on les jette à chaque fois. Donc, privilégions le naturel. Ah, je sais pas, il y a débat. J'avoue que j'ai pas la réponse, il y a débat. Et si, avec son pot, ses racines, comme ça, après, tu peux le replanter, puis l'année d'après, tu le reprends. C'est surtout ça, voilà. Mais il faut pouvoir le. J'avoue que j'ai essayé sur mon balcon. Ah oui, non, le Ça a replanter pas sur ton pris. balcon, ça va pas vraiment Ça n'a marcher. pas pris. Alors, ces sapins, en fait, en moyenne en France, on les achète entre 20 et 60 euros. C'est une grande fourchette, même une fourche, cet ordre-là. Mais je vais vous décortiquer le prix et expliquer justement pourquoi. Il est content, hein, cette petite blague. Oui, Personne n'a réagi, mais Il a glissé un petit peu de diable au passage. Non, j'espère que ça se voit qu'elle est venue en plus spontanément. Je ne l'avais pas préparée. Je m'en suis d'autant plus Il a fier. la rigueur, une petite C'est vrai que larme. c'est pas écrit d'ailleurs. Donc voilà, on dit que les prix aussi entre 20 et 60 euros, parce qu'on a trois principaux types de sapins. Vous les cite. C'est l'épicéa, qui est un peu moins cher, le Nordman, et au-dessus on a le Noble. C'est un nom de sapin. Je connaissais pas celui-là. Et donc, on les avait vus peut-être. J'ai peut-être parlé trop vite. Voilà. Bon, je ne sais pas s'ils vont se réafficher, mais voilà. Donc un sapin bio, il faut savoir quand même que ça peut monter à plus de 100 euros. On a des sapins à 150, même 200. Et je parle de ça sans les décorations, puisque maintenant on peut acheter des sapins avec des décorations incluses. Et là, avec le prix des décorations, on peut monter à 500 euros. Voilà, ça. C'est quand même cher. Et puis surtout, ça perd tout le charme de la décoration du sapin, je trouve. Voilà. Et on a aussi les sapins artificiels, donc je disais, c'est une fourchette qui est encore plus grande, puisque ça va de 300 à plusieurs centaines de millions d'euros, plusieurs centaines d'euros, pardon. Ça fait quand même hyper cher le sapin. C'est le sapin de gens, ça. J'ai C'est les sapins pour claqué gens. 100 millions pour mon sapin. Le type les sapins qu'on retrouve au printemps ou des choses comme ça. Donc, non, à plusieurs centaines d'euros, en fait, pourquoi? Parce que maintenant, il existe des sapins connectés.
Et oui, ça. parce qu'on peut leur demander de s'allumer avant qu'on rentre à la maison, on peut leur demander de faire différentes animations. Bah oui, on connecte tout maintenant. Ouais. C'est pas toi que je vais l'apprendre, Quentin, c'est un peu ta spécialité. Comment tu l'as vraiment ce soir. Oui, tu t'y attendais pas. Ah non, le sapin connecté, je ne m'y attendais pas. Oui, le sapin connecté, j'avoue que on a même celui pour la voiture qu'on met au rétro, qui peut s'allumer. Voilà, deuxième grosse blague de la chronique. Noam prend des notes. Donc, qu'est-ce qu'on paye dans ces prix? Je vous ai dit, on a différents prix, que ce soit naturel ou artificiel. On commence par le naturel. On voit que la plantation et la pousse en fait, du sapin, elle ne coûte que 5% du prix de vente, parce que c'est pas si cher que ça en matière première. Ce qui coûte le plus cher, en fait, c'est l'entretien, parce qu'il faut le faire grandir. Donc ça, c'est entre 7 à 10 ans pour avoir un sapin de la taille idoine pour un sapin de Noël. C'est-à-dire qu'il ne va pas exploser votre plafond, mais il est quand même assez grand pour être impressionnant dans le salon. La main-d'œuvre, c'est 6%. On a le transport qui est 10%. Souvent, ces sapins, ils viennent soit de Scandinavie, soit d'Europe de l'Est. Pour le coup, on a moins besoin de les faire venir de Chine. Pour une fois, je tiens à le noter. On a le stockage et la logistique, ça coûte 8%, parce que tout ça, ça se joue sur une période très très réduite. L'emballage, c'est 3%. En général, c'est les filets qu'on voit autour qui nous permettent de ne pas perdre toutes les épines et de pouvoir les rentrer dans la voiture quand on va l'acheter. Et on a les marges, celle du producteur qui est de 16%, celle du revendeur qui est de 20%, et les taxes et les charges qui sont en moyenne de 8%. On regarde maintenant les sapins artificiels. On va voir que les coûts sont un peu différents. La matière première, elle est de 15%. La plupart du temps, c'est une fabrication en Chine donc, qui représente 25% du coût. Donc c'est souvent du plastique, c'est rarement des matières nobles, c'est souvent à base de pétrole. Comme ça vient de Chine, le plus souvent c'est du transport maritime qui va représenter 10%. On paye des droits de douane 5%. On paye la logistique pour l'arrivée, je dirais en France ou en Europe qui est de 8%. On a le marketing 7%. La marge de distributeur c'est 20% quand même. Et on a la marge de la marque qui est de 10%. Donc voilà, de manière générale, voilà, c'est à choisir. On choisit si on veut un sapin naturel ou artificiel, c'est selon ses possibilités. Tu le disais Noam, justement, si on a un sapin naturel, on peut le replanter chez soi. Mais je vous donne un petit tips quand même pour ne pas culpabiliser de couper un arbre, c'est qu'on peut avoir d'autres réutilisations de ce sapin. Alors la première, c'est qu'on peut le donner à certaines associations qui les transforment en jouets. Ah. Voilà, des jouets en bois. On en a certaines, par exemple, qui vont les transformer en jouets en bois, soit pour les donner à des enfants qui n'ont pas beaucoup de jouets à Noël, soit pour les revendre et les utiliser pour d'autres causes. Et une autre possibilité très ludique d'utiliser son sapin de Noël au mois de décembre, quand on veut le jeter, c'est de le donner à des zoos. Parce que les zoos en ont deux utilisations qui sont drôles. Soit ils ont des chèvres, et pour les chèvres, c'est un repas de luxe. Elles adorent le sapin. Soit ils ont par exemple des singes ou des lémuriens. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils replantent des sapins, ils les redécorent avec des petites guirlandes, des boules bien spécifiques. Et ça leur fait un super jeu en fait pour les stimuler et pour les amuser. Voilà, donc c'est une deuxième vie un peu sympa que je trouverais pour les sapins naturels. Voilà. Ça t'aura plus envie de planter sur ton balcon. Exactement. Merci Romaric. Je t'en prie. Et donc vous l'avez compris, Noël, ça approche, c'est un moment magique, mais c'est aussi une sacrée facture après avoir déjà parlé dans cette émission des jouets ou du sapin à l'instant avec toi, Romaric. Quentin nous fait un petit point sur le repas de Noël. Et là, c'est un challenge le repas de Noël. Ah ouais. Faut pas craquer la carte bleue. Autour de la table, vous mangez quoi pour le repas de Noël justement? Des frites. Ah. Je viens du Nord. Ah oui, c'est vrai. Un petit, je plaisante. Moi, j'adore les marrons. Les marrons. Franchement. Ouais, les marrons, avec le gravy vraiment bien. Les bouchées à la reine, la dinde. Ok, voilà, ça va. On reste relativement pas trop cher. Donc on fait pas de grosses folies, quoi. Il y a les plateaux de fruits de mer, mais il faut pour ceux qui aiment et puis j'ai testé une fois le caviar à Noël. Une fois. Ok. Voilà. Le vrai de vrai. Oui. Écoute, c'était ma soeur qui avait ramené ça, elle bosse dans la restauration. C'était très bon, franchement. Je préfère les œufs de l'oncle, mais franchement. Ok, chez moi aussi on est relativement sobre, on fait un peu de saumon, mais pas vraiment de caviar ou d'énormes dindes qui débordent. Et pour cause, comme tu dis Noam, ça coûte cher le repas de Noël. Selon une étude de l'Observatoire du commerce indépendant, les fêtes ça représente une dépense d'environ 470 € dans le budget d'un foyer. Et
là-dedans, alors c'était pourtant, c'est pourtant un plus bas depuis quelques années, donc je vous laisse imaginer il y a 2 ou 3 ans. Et le repas, ça peut augmenter jusqu'à un quart de la note, donc aux alentours de 120 et quelques. Ça commence quoi, ça fait un bon repas quoi. Ah non, c'est super cher, enfin, même pour les fêtes, ça reste quand même un super gros budget. Bah oui, surtout qu'en ce moment chaque euro compte et que la tendance est plutôt à la hausse des prix. Donc c'est une période qui est un peu et c'est aussi une période qui est propice à se faire avoir dans la précipitation quand on va faire ses courses du repas de Noël au dernier moment. Donc il faut faire attention par exemple aux offres spéciales Noël qui sont un peu en trompe-l'œil. Il y a beaucoup de produits qui sont mis en valeur pendant les fêtes et qui sont en fait davantage du marketing que de la vraie promo. Antoine, il avait non, mais je sentais qu'elle allait nous dire que ça valait pas le coup de faire Noël. C'est oui, mais bon, je te laisse ton prague. Il faut faire Noël quand même. Non, mais voilà, il faut éviter de s'y prendre trop tard, de prendre le truc en urgence ou de céder à la tentation des marques premium, parce que c'est aussi quand on est au magasin le 23 au soir qu'on prend ce qui reste dans la précipitation, quoi. Exactement, mais alors du coup, comment faire pour limiter la facture du repas sans non plus faire trop de sacrifices? Voilà, et bah oui, parce qu'on va pas sacrifier Noël, Antoine. Non. Donc, c'est toi le Grinch, hein, moi. Donc il faut planifier bien à l'avance, faire ses courses dès qu'on peut, peut-être pas début décembre, mais dès qu'on a un peu idée de ce qu'on veut manger, repérer les promos, acheter les produits au bon moment. Modérer sur les mets premium, on peut faire des menus un peu mi-festifs, mi-raisonnés, en mettant le paquet sur un aliment phare, je sais pas, les truffes par exemple si vous aimez ça, et après être un peu moins ambitieux sur le reste, le champagne ou le dessert par exemple. Et aussi penser à cuisiner maison plutôt que les produits industriels tout faits étiquetés spécial Noël qui coûtent souvent un peu plus cher. Voilà, on se met un peu la main à la pâte. En plus c'est sympa, on peut faire ça en famille, demander aux tantes, aux cousins, cousines, je ne sais pas. Tu fais bosser les autres à ta place quoi. Oui voilà, exactement. Et comme d'habitude quand on parle d'alimentation, mon petit moment, je sais que je regarde Antoine, mon petit moment moralisateur, quand on parle d'alimentation, il faut éviter le gaspillage et ça c'est un conseil qui est à la fois écologique mais aussi économique parce que du coup, on rentabilise ce qu'on a acheté. Ouais. Exactement. Merci Quentin. Voilà, bon appétit. Noël. Et joyeux Noël. Bon appétit bien sûr. Une escroquerie maintenant, pour le moins insolite. Direction la Seine-et-Marne en Ile-de-France où des escrocs ont mis en place une arnaque aux poubelles. Vous avez bien entendu, des individus se font passer pour des prestataires du site REM et exigent de l'argent contre la remise d'un bac. Les explications de notre journaliste Thomas Mitchell-Bielic. Si tu vois passer quelqu'un chez toi qui dit venir livrer une nouvelle poubelle, attention, c'est peut-être une arnaque qui sévit en ce moment dans certaines communes de Seine-et-Marne. Voilà comment ça marche. Des individus se présentent directement au domicile, se font passer pour un prestataire officiel et te disent qu'ils viennent remplacer ton bac. Sauf que toi, tu n'as rien demandé. Et juste après, ils t'expliquent qu'il faut payer la livraison. Ils insistent, mettent la pression et beaucoup de gens finissent par payer pour s'en débarrasser. Mais tout est faux. Les collectivités comme le Sietrem en Seine-et-Marne ont été claires. Ils ne remplacent jamais une poubelle sans demande préalable, ils ne passent jamais à l'improviste et surtout, ils ne demandent jamais d'argent. La livraison est toujours gratuite et uniquement après que toi, tu aies fait une demande officielle et en plus, tu reçois un SMS ou un appel pour confirmer. Donc retiens bien, si quelqu'un sonne chez toi pour te livrer un bac que tu n'as jamais commandé, c'est une arnaque. Alors ne paye rien, signale immédiatement à la police municipale et note la plaque d'immatriculation si tu peux, ça pourrait aider l'enquête. Acheter des vêtements d'occasion, rétro ou de créateurs d'autrefois peut-il vraiment être un bon investissement? Entre style, valeur financière et durabilité, le choix n'est pas toujours évident, mais heureusement, notre journaliste Antoine Boitel va nous aider à faire le point. C'est dans l'investissement chelou. Alors, Antoine, est-ce que je peux m'habiller en friperie pour mon repas de Noël? Mais tout à fait, tu peux t'habiller en dinde, tu peux t'habiller... Il y a plein de déguisements qui sont super. Alors, je sais pas vous les gars, mais moi, aux alentours des années 2000, j'ai eu une très longue passion pour les fringues vintage, donc fripes militaires reconditionnées, les fourrures vraies et fausses, j'ai les deux, les petits gilets sans manches de Pepper 41, comme dit ma femme, parce que je suis né dans le Loir-et-Cher, les chemises à boutons de manchette, les bottes de pompier,
j'ai un peu tout fait en fait, les manteaux de marine, etc. D'ailleurs, petit point vocabulaire pendant que je vous tiens, on parle parfois en passant de la fameuse règle des 20 ans pour qu'une sape revienne à la mode. Eh ben c'est rigolo parce que en fait, le mot vintage lui-même vient de l'expression française 20 ans d'âge, qui donc est passé par l'œnologie et puis qui a été transposé dans la langue anglaise sous l'appellation vintage pour revenir à nous. Enfin bref, voilà. Okay. Je referme la parenthèse. Super enrichissant, c'était génial. Merci beaucoup Antoine. Mais sinon, allez, non, tu peux rester là pour terminer quand même. Mais c'est un bon investissement ou pas alors la façon dont je m'y prenais pendant la vingtaine, parce que j'avais 20 ans c'était il y a un petit dans moment, ces années-là, eh bien c'était pas de l'investissement en fait. C'était juste chiner des vêtements rigolos, parce que je suis un mec super rigolo, et pratiquement hors d'usage, qui sentait un peu la sueur, comme moi maintenant, ou parfois le vieux cuir qui avait été oublié au fond d'un bac chez le shop, par exemple, pour pas donner de marque, mais ça me permettait quand même d'économiser quelques dizaines d'euros, puisque j'étais un étudiant crève la faim, bien entendu, mais tout au plus. Par contre, si on veut vraiment faire de la maille, de la fraîche, de la moula, eh bien là, c'est pas la même stratégie. Là. Mais alors, dis-nous tout, c'est quoi la stratégie? Je te dis tout. On fait quoi? Je te dis absolument tout. Eh bien, je suis allé fouiller les internets avec mes petites mains pour vous, les petits farfadets. Alors, 2 trucs qui marchent, qui fonctionnent, parce que les vêtements ne marchent pas tout seuls. Les vêtements en cuir. Number one. Les vêtements en denim, mais de grandes marques, que ce soit les pantalons, les vestes, même avec la petite patine, même si c'est oversize, même encore plus à la limite, on peut y aller. Il faut juste que ce soit intemporel. Par exemple, alors je vais donner 3 marques, Levi's, Lee Cooper ou Wrangler, par exemple, c'est des marques qui se conservent, ça ne décote pas et parfois, mais bien souvent, ça prend même de la valeur, surtout au bout de 20 ans d'âge. Donc, vous pouvez les porter et les revendre ensuite, il suffit de mettre du déodorant, et même avec une bonne petite plus-value au passage, ce qui n'est pas trop mal pour l'investissement chelou, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros à la sortie. On parle par exemple du blouson de moto, le motard, pas besoin d'avoir une moto qui coûte cher, qui permet de se tuer dans un virage. Sur internet, le blouson de motard, ça se revend entre 300 et 500 euros, donc ça commence à chiffrer. Moi je trouve ça bon, voilà, après il faut que ça nous aille. Moi, c'est ça. C'est pas trop ma silhouette, mais bon. En règle générale, essayez de privilégier toujours un peu les marques intemporelles, les grandes marques, mais il y a aussi les déclinaisons jeans, par exemple chez Jean-Paul Gaultier ou chez Hugo Boss, ils ont des marques pour les salaires moyens bas comme les nôtres. À part ça, il faut aller chercher les pièces emblématique. Les serial shoppeuses le savent très bien sur le bout des doigts depuis longtemps. Le trench de Burberry, il décode pas, il coûte cher. Le blazer Saint-Laurent, c'est la même. L'ensemble tweed de chez Chanel pour les dames, c'est l'incontournable, l'élégance à la française. Et le succès ne se démord pas du tout. Pour le trench de Burberry, au passage par exemple, ça va chiffrer entre 300 et 2000 euros en ce moment sur les sites internet que j'ai pu consulter, suivant la rareté du produit, suivant la longueur, suivant si tu en as pris soin ou si tu es... Et sinon, il y a aussi des accessoires, pardon? Bien sûr qu'il y a des accessoires, Noam. Tu as tout à fait raison de le mentionner, parce qu'ici, on a déjà parlé des sacs à main, de la maroquinerie de luxe. C'est toujours vrai, en fait. La maroquinerie vintage, au passage, elle a toujours le vent en poupe. Elle peut rapporter très gros, plusieurs milliers d'euros dans les cas les plus rares. Et dans ces cas-là, la meilleure affaire, c'est d'acheter un sac à main de seconde main qui va avoir un petit défaut, qui va être un petit peu abîmé. On va le toucher aux alentours de 300 euros, ce qui est déjà une mise conséquente. Et puis on va pouvoir le faire réparer par les orfèvres de la maroquinerie, comme il en existe pas mal à Paris à la sortie. Ça peut chiffrer pas mal. Dans la catégorie accessoires, ne négligeons pas non plus les créateurs de foulards. On n'oublie pas le beau carré Hermès, qui n'est absolument pas ça, mais il ne se démode pas non plus. On en trouve facilement entre 200 à 1300 euros sur le web, suivant les prix que j'ai pu consulter. Donc c'est quand même assez intéressant. Et comme les hommes en portent de plus en plus, ça fait un double public pour revendre ton petit carré de mémère. Enfin, attention au piège,
Là, il n'y a pas de recette magique. Soit on va voir la pièce soi-même dans une friperie de son choix spécialisée, soit on va s'en remettre à une plateforme de vente en ligne qui contrôle elle-même l'authenticité de toutes ces pièces, avec parfois l'original de l'achat, la boîte évidemment toujours. Mais évidemment, le prix de revente pour vous, il sera moins intéressant si c'est pour faire de l'investissement. Donc l'idéal de cet investissement chelou, finalement, c'est de ne pas investir, c'est-à-dire d'aller piller le placard de papy-mamie qui ont très bon goût, ça dépend de quel côté de la famille, et puis chez vos parents si vous êtes comme moi, plus âgés. Merci beaucoup Antoine. Allez, il est temps de s'intéresser maintenant à nos amis milliardaires. Je ne sais pas s'ils s'habillent en friperie, mais en tout cas, Jean, peut-être qu'il va nous donner la réponse. Parce qu'ils ont des choses à nous raconter. Je me demande bien quoi, tiens, à quelques jours de Noël. Bonjour, amis terriens. Oh là là. Amis terriens. Alors, je m'attendais à te voir arriver en Père Noël, mais alors pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à dire vrai, vous me surprenez en pleine séance de cryothérapie. Voilà. Petit délire avec mes amis milliardaires, l'immortalité. Oui, en fait, j'ai 237 ans. Alors, ça, je sais, ça se voit pas du tout. Voilà, mais... Hyper bien conservé. Tout à fait. Voilà. Mais mes constantes sont bonnes, tout va bien. Merci de demander, super. Voilà. Donc, tout va bien. On va pas du tout parler de cryothérapie aujourd'hui. Ok. Voilà. Mais je vous propose de parler d'une icône de l'élégance, d'un personnage absolument mythique. On va écouter de la musique pour savoir de qui on parle. Bien sûr, vous avez évidemment reconnu James Bond. Alors comme moi, je pense qu'on a tous rêvé d'entrer au service secret de Sa Majesté, devenir donc Bond, James Bond. Alors en l'occurrence, moi c'est Shield, John Shield. Le Dourneuf, Romaric Le Dourneuf, par exemple. Bon, ça sonne aussi bien en Bretagne, c'est super. Alors imaginez, vous êtes 007, vous allez sauver l'Angleterre, le monde. Imaginez que vous allez peut-être affronter pêle-mêle Largo, Silva, Le Chiffre, l'homme au pistolet d'or, le Docteur No, Requin, Goldfinger, tous les méchants de Spectre en même temps. Ça va être une sacrée mission. Ok, mais du coup, il nous faut des équipements. Bien sûr, il nous faut des exactement, il nous faut des équipements parce que Bond sans gadget, c'est un petit peu, c'est un apéro sans caviar en beluga. Attention, c'est explosif ça. Tout à fait. Attention, n'appuie pas sur ce bouton. Et pour cette mission, vous allez avoir une arme redoutable, le téléphone Agent Q. Alors, il est nommé Agent Q en hommage à Q, le gentil monsieur qui vous donne des équipements dans le garage pendant les films. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil. Donc l'Agent Q, c'est pas un monsieur, donc c'est un smartphone. Il est ultra luxueux, ultra design, ultra performant. Il va vous permettre de briller au dîner de l'ambassadeur et pendant les fusillades, les cascades, tout ça, quoi. Génial, il est si dingue que ça? Alors, il est vraiment dingue. Il est signé de la marque britannique Vertu, qui fait des smartphones de luxe. C'est vraiment des petits bijoux, c'est assemblé par des artisans. Alors, au niveau des matériaux, du cuir, de l'or, des diamants, de la céramique, du titane, du cristal, je crois qu'il y a même des pierres lunaires, voilà, je sais, peut-être. Donc c'est les matériaux les plus rares, les plus chers, évidemment. L'Agent Q, il est basé sur l'IA, bien sûr. Donc d'une simple parole, vous aurez accès à peu près 200 agents IA qui vont faire tout à votre place, donc il n'y aura même pas de mission. Vous avez même une conciergerie privée, accessible 24 heures sur 24, que vous pouvez appeler, donc vous pouvez l'emmerder toute la nuit. Allô, il est quelle heure? Comment ça va? Tout à l'heure. Et puis hop, vous vous rappelez, enfin c'est super. Il y a aussi un mode Secret et Ghost qui vont crypter vos messages. Voilà, comme ça vous pourrez passer des infos secrètes. Et vous aurez également un stockage blindé de vos données, donc c'est un petit coffre-fort numérique pour ne pas se faire hacker. Ok, mais j'imagine que je ne peux pas me payer ça, moi, non? Ça coûte combien? Écoute Noam, alors si tu peux te payer le modèle le plus pourri de version, quoique il est à 5 000 $. Bon, ça ne nous intéresse pas. L'Agent Q, dans sa version or, diamant, alligator, ça c'est mon préféré, il est à 104 000 $. Voilà. Bon, après, c'est le gouvernement britannique qui paye, donc on s'en fout. J'ai juste une demande, James. Voilà, essayez de le ramener en bon état. Alors, je sais qu'à chaque fois, vous bousillez l'Aston Martin à 3 millions $. Voilà. Sait-on jamais, hein. Sur un malentendu, si vous pouviez le ramener, ça serait sympa. Bon, on va faire attention. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau, parce que c'était la dernière de l'année 2025, quand même, on le souligne. Bonne fête de fin d'année à tous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous suivre chaque semaine. Passez de très belles fêtes. On se retrouve à la rentrée. Et d'ici là, portez-vous bien.